Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et j'ai le plaisir à nouveau cette semaine donc d'animer cette émission quotidienne ici en plateau, accompagné donc de 4 hommes, à commencer par vous Yves Raymond, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous Cédric Marzer. Bonjour. Alors vous êtes respectivement, eh bien on peut le dire, l'ancien président et le nouveau président de l'APEC, l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte. Alors on va parler justement de cette passation de flambeau et aussi de ce gros dossier qui vous concerne, la future STEP de Gland. Giorgio Michello, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-municipal à Rolle, c'est comme ça en tout cas qu'on vous connaissait. Et là, vous venez, mais pour parler de sport. Pas de politique, mais de sport, voilà. Puisque, eh bien, vous avez été nommé à la présidence du FC, je retrouve mes mots, merci, Bursin, Rolle et Perrois. Merci d'être avec nous. On va parler de tout ça ensemble. Et Patrick Boux, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Alors Patrick Boux, vous venez nous présenter un nouveau thriller de science-fiction, un livre donc. Ça s'appelle Signe Noir. On va en parler ensemble. Vous allez nous dévoiler tout ça. Et Andrea, tu es sur le terrain. Allô, allô. Comment ça va aujourd'hui en ce lundi et où es-tu ? Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Alors on est du côté de Saint-Oyen, regardez, il fait grand beau et je suis en compagnie de sa syndic, Catherine Lehmann. Bonjour. Bonjour. On est ravis d'être avec vous. Alors vous avez choisi de nous emmener ici, du côté de la maison de commune qui est juste ici. Et pourquoi ? Parce que vous êtes opposé aujourd'hui aux côtés de Burtini. Vous faites front à un projet d'éoliennes qui sera installé à Essertines-sur-Rolle. 4 éoliennes seront implémentées du côté d'Essertines-sur-Rolle, un projet que vous jugez démesuré. Vous avez choisi de nous amener justement ici parce que vous dites que ces éoliennes se verront ici justement et démesurées. Pourquoi ? Alors, démesurées tout d'abord par la taille qui est prévue, puisque ce sont des machines industrielles géantes d'une taille de 230 mètres de haut. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente en termes de hauteur, c'est 2/3 de la hauteur de la Tour Eiffel. Mais surtout, si vous regardez derrière moi, de cette belle campagne de Saint-Oyen dans laquelle on a la chance de vivre, on voit des arbres derrière nous qui mesurent à peu près une vingtaine de mètres de haut, entre 20 et 30 mètres. Donc là, on est en train de parler de 10 fois cette hauteur-là. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter comme dimension. Alors on va vous retrouver d'ici quelques instants à la maison aussi parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait du côté de Saint-Oyen où la population était contre ce projet. On va expliquer pourquoi, mais surtout on va se rendre du côté d'Essertines-sur-Rolle pour aller sur place. Alors à tout à l'heure Alexandre. Eh ben merci Andrea, bonne traversée de champ. Du coup, tu vas donc nous montrer concrètement où devraient être construites ces futures éoliennes. Et on reste donc dans l'actualité avec vous deux, Yves Raymond, Cédric Marzer. Je vous en prie, rejoignez-moi donc en plateau pour parler de l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte. Yves Raymond, après 25 ans au sein de cette APEC et 21 ans à sa présidence, eh bien vous avez annoncé dernièrement votre démission et surtout votre passage de flambeau à Cédric Marzer, donc nouveau président de l'APEC. Alors on va parler de cette future STEP de Gland. Yves Raymond vous a reçu plusieurs fois sur ce plateau pour nous parler des différentes étapes de cette STEP. Mais avant ça, j'aimerais comprendre, Yves Raymond, pourquoi cette démission de l'APEC après 25 ans ? Bonjour tout d'abord. J'ai annoncé subitement ma démission. Ce n'était pas mon vœu initial, mais ma santé a pris le dessus. J'ai dû restreindre mon activité, j'ai fait des choix, démissionner des comités de 2 associations pour lesquelles je tenais beaucoup, notamment l'APEC, puisque le problème de l'eau et de la technologie de traitement de l'eau m'a toujours intéressé, m'intéresse toujours. C'est pas parce que je ne suis plus président que je vais fermer le classeur et oublier. Bien au contraire. Vous avez traversé pas mal d'étapes. On va y revenir surtout parce que ce gros projet de la STEP de Gland, c'est vraiment ce qui a animé aussi votre présidence ces dernières années. Mais rapidement, Yves Raymond, avant qu'on parle de la suite, quel bilan global est-ce que vous tirez de ces 25 années passées à l'APEC ? Alors, le bilan global, il est très positif parce que j'ai eu de la chance d'avoir des comités exceptionnels avec des gens exceptionnels autour de la table où on parle pas de politique, mais uniquement technique. L'enjeu est tellement important et passionnant. C'est ce qui m'a passionné le plus, c'était le défi technologique par rapport aux exigences légales qui nous tombent tous les jours, parce que chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Et monter un projet tel que ce projet actuel de STEP ou la Masson était quelque chose de vraiment exceptionnel. On a démarré le projet d'abord avec l'accord du propriétaire foncier quand on a parlé, a tout de suite été d'accord de parler de proposition d'échange. On a aussi eu la chance que la ville de Gland avait des terrains nécessaires pour faire cet échange.
Après ça, il y a eu toutes les démarches STEP actuelle, grande STEP avec la région Nyon. Justement. Et alors ça, on va en reparler tout de suite après de ces différentes étapes. Elles sont importantes. Mais d'abord, j'aimerais passer la parole à Cédric Marzer. Alors, Cédric Marzer, vous êtes municipal à Trélay et vous étiez jusqu'alors vice-président du comité de direction de l'APEX. Et donc, naturellement, je l'imagine que vous avez repris donc cette présidence. Alors, quelle responsabilité aurez-vous à endosser en prenant ce rôle et pourquoi avoir accepté ? Alors, j'ai accepté tout d'abord parce que Yves Raymond a réussi à s'entourer d'une équipe vraiment très efficace pour mener à bien ce projet. C'est un projet qui est sur de bons rails et je me réjouis de pouvoir participer en tant qu'ingénieur civil de profession. C'est évidemment un rêve technique de pouvoir mener à bien un projet d'une telle ampleur. Oui, justement, un projet d'une telle ampleur, j'imagine que pour vous, ça amène justement certaines responsabilités. C'est pas rien ce projet de STEP à Gland. Non, absolument, c'est un projet qui est très important parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a de l'épuration de l'eau, si on se rate, on pollue le lac. Et ce n'est pas seulement les eaux de baignade qui sont... c'est aussi, il faut se souvenir qu'avec l'augmentation de la population, on a de plus en plus d'eau qui est pompée dans le lac, d'eau de boisson qui est pompée dans le lac. Donc, je n'ai pas besoin de faire un dessin, vous comprenez la responsabilité qu'on a de parfaitement épurer les eaux de nos communes. Et bien voilà, c'était justement ce que je voulais rappeler avec vous. Donc, pourquoi cette STEP à Gland, on l'aura compris, de par l'augmentation de la population, cette future STEP à Gland qui devrait donc prendre au Lavasson, être construite sur le site du Lavasson, devrait s'adresser pour 21 communes avoisinantes, et s'adresser à 70 000 usagers. Yves Raymond, c'est vrai, c'était un long chemin semé d'embûches, parce qu'on parlait à la base d'un grand projet de STEP entre Gland, Nyon et Prangin. Finalement, la ville-centre du district s'est détachée de ce projet, Prangin également, pour arriver finalement à une STEP plus petite, mais à Gland. J'aimerais savoir, après toutes ces années à avoir mené ce projet de front, est-ce que vous avez des regrets ? Le temps perdu dans les différentes décisions politiques et administratives, parce qu'il est vrai que présenter un projet de cette ampleur prend du temps. Il y a passablement d'études entre deux. Les lois, les règlements changent, donc on redemande des compléments d'enquête, on refait un tour auprès des communes, et ainsi de suite. Et la ville de Nyon a décidé lors de leurs conseils. Oui, mais Nyon. Ah oui. Bon, alors c'est vrai, on ne peut pas refaire le match, mais est-ce que l'APEC aurait pu faire des choses différemment ou pas ? Non, je pense qu'on a fait ce qui était en notre pouvoir, puisque même notre conseil intercommunal avait déjà voté, accepté l'adhésion des communes de Nyon et environ. Il n'y a pas que Nyon-Prangin, il y a aussi toutes les communes avoisinantes. Toutes les communes avoisinantes. On a 21 au total, oui. Ouais. Nous, on a 21 communes, mais avec Nyon, il venait à 8 ou 9 communes. Quand même. Ah oui, en plus. Avec l'association de la EEB, Chaiseré, Gingin, Prangin, Nyon, il y avait suffisamment de nouvelles communes. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait peur beaucoup à certains de nos opposants. Une taille de 120 000 équivalents, mais la taille, c'est pas ce qui allait changer grand-chose. C'était pour une ligne de bassin supplémentaire qu'on a réservé déjà pour dans 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire une STEP pour 15 ou 20 ans, on va quand même la prévoir pour 50 ans. Pour 50 ans, voilà. Et donc un projet avec un coût total de 50 millions de francs. Alors, j'aimerais savoir avec vous, Cédric Marzer, puisque vous êtes le nouveau président de cette APEC. Alors, on en est où dans le calendrier de cette STEP à Gland ? Je sais que le plan d'affectation a été validé, que le projet architectural avait été choisi, vous l'aviez présenté fin 2021, qu'un crédit d'études de 8,5 millions avait été débloqué par Gland. Aujourd'hui, maintenant, en octobre 2023, où en est-on ? Alors, on en est déjà... On a affiné notre projet. Le coût que vous annoncez est probablement un peu plus bas que le coût effectif. Budgétisé à la base, oui. On compte environ 1 000 francs par équivalent habitant. Donc on est plutôt dans les 70 millions en réalité. Plus encore certains frais pour adapter notre réseau. Par rapport au projet, on a d'abord repris tout depuis le début pour vérifier que la STEP est bien à l'emplacement optimal.
Ça a été mené à bout et on a fait un plan d'affectation qui a été mis à l'enquête. L'enquête a été terminée et maintenant, tout est au niveau du canton qui doit lever les oppositions qui ont été... Donc il y a eu des oppositions? Par rapport au plan d'affectation, tout à fait. Ouais, combien? Ouais. Alors il y en a eu 3 qui ont été faites... qui sont traités par le canton en ce moment. Donc, qui sont traités par le canton. Yves Raymond, quand est-ce qu'on peut s'attendre au premier coup de pelle, au coup de pioche? Premier coup de pioche. L'idéal serait, dès l'adoption du plan d'affectation et la mise à l'enquête qui nous octroie le permis de construire, si tout le permis de construire est octroyé, c'est démarrer les travaux avec les 2 accélérateurs et plus de pédales de frein. Ça veut dire quand, ça? Selon vos plans. Disons, grosso modo, aujourd'hui, on est fin 23, parce qu'il ne faut pas rêver. Le canton va nous renvoyer la validation de ce futur plan d'affectation guerre avant la fin de l'année. La levée des oppositions avec possibilité aux opposants de recourir contre la décision de levée de leur opposition, qui leur redonne encore éventuellement un délai complémentaire. Parallèlement à ça, on va quand même soumettre à l'enquête publique le projet de la nouvelle construction pour ne pas perdre de temps. Et si tout va bien, moi je dirais milieu 25, début 26. Milieu 25, début 26, donc, pour imaginer la construction, le début du chantier donc, de cette future steppe du Lavasson à Gland. Avant de se quitter, messieurs, Yves Raymond, peut-être un mot envers le nouveau président, ce passage de flambeau. Quel mot vous aimeriez adresser à Cédric Marzer rapidement? D'abord, je lui souhaite beaucoup de satisfaction que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est surtout un défi technique, ce n'est pas un défi politique. La technique évolue tous les jours, il y a beaucoup de challenges là-dessus, et je lui souhaite plein succès dans ses années de présidence. Ça sera le 4e président depuis la fondation de l'épuration, donc il a de belles années devant lui. Et bien voilà qui doit vous faire plaisir. Cédric Marzer, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Yves Raymond. Tout bon donc à vous pour la suite. Et puis Monsieur Marzer, on se reverra bien entendu pour suivre ensemble l'avancée donc de ce chantier. Voilà, c'est tout donc pour la PEC et la steppe de Gland. On va te retrouver toi, Andrea. Tu es toujours à Saint-Oyen. Tu es arrivé proche d'Essertines-sur-Rolle. Montre-nous un peu où devraient être construites ces éoliennes. Oui, alors on est arrivé, Alexandre, on est du côté d'Essertines-sur-Rolle. Alors, tu vois, juste là-bas, il y a le petit drapeau au vent. Et sur la route, alors on a fait environ 5 minutes de voiture, même pas, très proche. Et puis sur le chemin, j'ai vu pas mal de panneaux non au projet des futures éoliennes qui seront installées justement ici du côté d'Essertines-sur-Rolle. Et quant à moi, je suis toujours en compagnie de la syndic de Saint-Oyen, Catherine. Donc on a fait ce chemin. Et puis, pour revenir un petit peu sur l'histoire, c'est vrai que Burtigny et Saint-Oyen sont aujourd'hui opposés. Elles font front contre ce projet de 4 éoliennes qui sera ici construit à Essertines-sur-Rolle. Vous avez fait justement une démarche et un sondage auprès de la population qui était assez significatif. Rappelez-nous déjà les chiffres. Alors, on a commencé par faire une présentation publique pour expliquer la problématique et expliquer aux habitants la position de la municipalité. Alors, les chiffres pour Saint-Oyen, ça a été extrêmement clair, sans appel. Le résultat est de 93% de vote contre le projet, avec un taux de participation de plus de 65%. Ce qui est quand même très considérable. C'est pas des taux qu'on a l'habitude de voir sur des votations populaires. Et pour Burtigny, on est aussi à peu près à 82% de vote contre. Alors, on a choisi de venir ici parce que c'est ici justement que ces 4 éoliennes seront installées. Alors, juste derrière nous, la forêt qui fait frontière entre Burtigny et Essertines-sur-Rolle, où justement, il y a un projet aujourd'hui d'études qui est commencé là-bas sur place, puisque ce projet a été mené du côté du canton. Plusieurs études, en tout cas, le canton a demandé des études supplémentaires. Qu'est-ce qui est cherché justement? C'est qu'aujourd'hui, du côté d'Essertines-sur-Rolle, il y aurait un souci concernant cette éolienne-là du côté du Burtigny, qui serait un souci plutôt du côté de l'hydraulique et qui vous pose souci également. Oui, alors on n'a pas de détails concernant les pièces qui sont incomplètes et les dossiers qui sont incomplets dans ce qui a été déposé au canton pour l'examen préalable. Mais on sait, puisque c'est public, c'est annoncé sur le site des servants, que certaines études complémentaires ont été demandées, notamment en matière d'hydrogéologie. Donc ça veut dire qu'ici, on est derrière nous sur une zone de source. C'est une zone de protection des eaux. Ça veut dire on sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'approvisionnement de l'eau, on le voit, il fait extrêmement beau toujours. On a presque 2 mois là où on n'a pas eu de pluie. Et la question de l'approvisionnement de l'eau pour les habitants, elle est très importante et elle est majoritairement dans les soucis qui ont été exprimés par les habitants de Saint-Oyen, en tous les cas.
Et à ce niveau-là, on sait que l'implantation d'une éolienne, c'est 60 mètres cubes de béton par éolienne. Du béton, c'est des matières chimiques, c'est de la ferraille. Et tout ça en zone de source et de protection des eaux, ça nous inquiète énormément. Donc, ce que vous dites, c'est que ce projet d'éolienne pourrait remettre en cause l'approvisionnement en eau pour la région. Ça, c'est pour vos avis. Tout de même, Catherine Liman, quand on parle aujourd'hui de projet éolien, on sait que c'est une source d'énergie qui est importante, qui peut être justement une solution. On sait qu'il y a la loi sur l'environnement qui devrait arriver aussi prochainement. Quand on parle d'une éolienne, elle pourrait justement approvisionner en énergie 10 000 personnes. Est-ce que ça, justement, c'est pas une bonne solution pour votre région? Et on peut peut-être marcher. Alors, par rapport à l'approvisionnement de 10 000 personnes, c'est un chiffre qui est contesté, c'est un chiffre qui est avancé par les promoteurs, mais qui ne correspond pas aux chiffres de statistiques qui sont annoncés sur l'Office fédéral de l'énergie, où on sait qu'il faut que la consommation en électricité pour une personne, un habitant en Suisse, c'est à peu près 6 672 kWh. Donc, en réalité, sur les 4 éoliennes, on aurait plutôt une production d'énergie pour 6 000 personnes si on comptabilise la totalité de l'énergie qui est utilisée en Suisse par année. Alors, clairement, la question de l'éolien et de l'approvisionnement de l'énergie, elle nous occupe tous, hein. Nous ne sommes pas fondamentalement opposés aux énergies renouvelables, bien au contraire. Nous sommes très attachés et à la biodiversité et à l'approvisionnement en énergie, mais surtout à la protection de notre paysage ici. On sait que c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire un sondage auprès de nos populations, parce que pour nous, c'est extrêmement important de demander leur avis à la population, donc de les faire voter, et c'est ce qu'on a choisi de faire, pour connaître exactement leur position. Aujourd'hui, c'est votre avis, mais on sait qu'il y a pas mal de groupes citoyens aussi qui sont constitués dans la région. Pro-école éolien, qui aujourd'hui s'est constitué de personnalités de la région qui sont justement pro-éolien, qui nous disent qu'aujourd'hui c'est la solution d'avenir. Donc finalement, Saint-Oyen, c'est un tout petit exemple qui est contre parce que on est contre finalement d'avoir chez soi des grosses tours, comme vous l'avez dit, qui auraient la taille finalement de Paris. Mais est-ce que c'est pas aussi les citoyens aujourd'hui qui devraient faire un effort pour qu'on arrive justement à ces solutions? On voit, il y a urgence climatique quand même. Donc est-ce qu'on ne devrait pas tous faire un effort? On sait qu'en Suisse, il y a seulement une quarantaine d'éoliennes qui sont implémentées. Si on regarde nos pays voisins, ça passe des 2000 éoliennes qui sont un peu partout. Donc on est tout petit dans notre effort aujourd'hui. Oui, alors tout à fait. On sait que l'approvisionnement en énergie en Suisse, c'est à peu près 30% pour le nucléaire, c'est 60% grosso modo pour l'hydraulique. Le reste, c'est des énergies renouvelables. Ce qui est important, c'est que la mise en place de ces sources d'énergie renouvelables ne se fasse pas au détriment du bien-être finalement de la population. Donc d'avancer l'argument de faire l'effort, certes, mais il faut que le rapport coût-bénéfice reste à l'avantage de la population. Et on estime clairement que dans ce projet-là, par la construction de routes, par le bétonnage dans les forêts, par l'implantation en zone d'approvisionnement de l'eau, on n'aurait plus ce bénéfice en faveur de la population et c'est pour ça qu'on s'y est opposé. J'aimerais terminer sur le calendrier parce qu'on sait que le projet était prévu pour 2025, une mise aujourd'hui à l'œuvre en 2026. La mise en quête n'a pas encore commencé. Vous pourriez faire opposition à ce moment-là, je sais que vous le voulez, mais vous n'avez pas peur que finalement le soufflet retombe d'ici là et que les citoyens se mobilisent moins? Non, alors on pense que les citoyens sont très inquiets et très mobilisés sur ce projet-là. Et on espère qu'on aura toujours leur soutien et on fera certainement opposition le moment venu. Oui, Catherine Liman, vous m'avez appris aujourd'hui deux scoops et que j'aimerais ici relever. Tout d'abord, la démission du syndic des Sertines-sur-Rolle, aussi d'un municipal qui était, lui, en faveur de ce projet éolien. Est-ce qu'il y a justement peut-être un lien avec aujourd'hui ce dossier qui devient assez émotionnel? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, je ne peux pas du tout me prononcer sur le sujet. C'est une information qui a été annoncée lors du Conseil général des Sertines il y a une dizaine de jours, mais je ne sais pas quelles sont les motivations. On n'a pas été informé. Ouais. Un deuxième sujet, donc on va se renseigner du côté du syndic des Sertines-sur-Rolle qu'on avait d'ailleurs reçu sur le plateau. On recevra également les partisans en faveur de ce projet éolien. Et puis un tout autre sujet, il y a beaucoup de... Et puis, vous y croyez à ce projet de fusion. Saint-Oyen pourrait justement fusionner avec des communes voisines. Vous avez lancé également un sondage avec la population de Saint-Oyen. Vous êtes en faveur d'un projet de fusion avec des communes voisines. Expliquez-nous. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que nous, on aime bien demander leur avis à la population pour tenir compte des préoccupations finalement et d'agir dans une démarche démocratique. On a effectivement lancé un sondage pour savoir de nos populations à Saint-Oyen, à Sauvrat et à la commune qui est en centre régional de Gimel,
quelle était l'approche des citoyens par rapport au projet de fusion. Il s'avère qu'en tout cas, dans notre commune, c'est un vote qui est majoritairement pour, c'est-à-dire que les citoyens sont à plus de 70% en faveur d'un projet de fusion. Donc, la suite au prochain épisode. Donc, c'est Jimel qui devrait donner le là, puisque c'est la commune qui a le taux d'imposition plus bas et qui pourrait justement le voir lever. Donc, affaire à suivre du côté de Saint-Oyen. Tu le vois, Alexandre, un petit village de 400 habitants, mais beaucoup de choses s'y passent. Voilà. Merci, Catherine Iman, d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. Bonne journée, Alexandre. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup Andrea pour toutes ces explications et cette visite champêtre donc à Saint-Oyen. On passe tout de suite au sport avec vous, Giorgio Michello. Je vous en prie, venez, rejoignez-moi sur ce plateau. Alors, on vous reçoit 1 an et demi après votre démission de la municipalité rolloise. Vous faites votre retour dans la vie publique. Mais alors, pas dans la politique, mais à la présidence d'un club de football, Bure-Saint-Roch-Perrois. Alors pourquoi le foot et quelles sont vos ambitions pour ce club qui joue actuellement en 3e ligue? Eh bien, on va en parler, mais avant ça, j'aimerais savoir, Giorgio Michello, parce que votre démission de la municipalité rolloise, c'était en février 2022. Vous annonciez cette démission pour raison de santé. Déjà, on aimerait vous demander comment ça va? Pas trop mal, j'ai envie de dire même bien. Ouais. Pourquoi ce retour à la vie publique, finalement, à travers le foot? Comme l'expliquait M. Raymond avant, passer d'une vie à 200 à l'heure, avec des journées et des soirées bien remplies, à une vie beaucoup plus tranquille, où on prend soin de sa santé, c'est un grand écart qui est assez difficile. C'est quoi qui vous manquait, en fait? Je pense le contact avec les gens, apporter sa petite pierre à l'édifice, chose que j'ai toujours eu plaisir à faire dans le monde associatif. Je pense que c'était ça les principales. Et alors, pourquoi le football et pourquoi ce club, Bure-Saint-Roch-Perrois? Alors, pourquoi ce club? J'ai milité dans mon jeune âge au FC Roll, feu FC Roll, jusqu'en junior A. Mes enfants faisant partie du club, étant les 2 joueurs dans les juniors, j'étais là autour des terrains, je connaissais bien les gens aussi qui s'impliquaient dans le club. Et tout naturellement, les choses se sont passées. Donc le football, c'est votre truc, en fait? J'ai envie de dire oui, depuis toujours. J'ai eu plusieurs passions dans ma vie. Le foot en est une. Il y a eu la politique, la musique aussi. On revient un petit peu aux sources. Ouais. D'accord. Alors, ce club Bure-Saint-Roch-Perrois, alors, qui réunit 3 communes, 570 membres, 25 équipes, une première équipe qui joue donc en 3e ligue. Alors, c'est quoi un petit peu l'âme de ce club? Et pour en parler, on va voir peut-être les images de ce week-end. L'équipe B2 qui a remporté son match 3-2 face à Mormont-Venoge. Voilà, on voit ces jeunes-là. C'est quoi l'âme de ce club? Et voilà, il dit c'est un club avec un très fort esprit familial. C'est pas que les 3 communes de Bure-Saint-Roch-Perrois. On touche à peu près l'ancien bassin du district de Roll. On a autour des 14 communes. Donc c'est une identité forte maintenant qui s'est ancrée depuis la fusion en 2011 dans cette région. J'ai plaisir à voir régulièrement nos jeunes dans la rue porter fièrement le maillot du BRP en dehors de l'activité. Ça montre l'attachement qu'ont nos jeunes aujourd'hui à ce club. Ouais, l'attachement, effectivement, donc, de ces jeunes au BRP. Voilà, c'est le petit nom. Hein. Bure-Saint-Roch-Perrois, c'est le FC BRP. Alors, vous avez repris tout juste la présidence laissée par Jean-Marc Sordet. Alors, vous, Giorgio Michello, en tant que président de ce FC BRP, quelles sont vos ambitions? C'est de poursuivre le travail qui a été entrepris, comme vous l'avez dit, par notre ancien président, Jean-Marc Sordet. Ça a passé par une restructuration de notre section junior, avec toutes les catégories d'âge représentées, ça c'est important aussi. Continuer ce travail de fond qui a été fait auprès de notre formation, ça passe aussi par la formation de nos coachs. On demande à nos coachs qu'ils soient formés, qu'ils continuent à se former. Et tout ça fait progresser un petit peu vers le haut, un petit peu, même beaucoup, j'ai envie de dire, ces 3-4 dernières années, notre section junior, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des juniors en promotion, c'est une belle catégorie, des juniors B en promotion, des juniors C en promotion, et ce qui peut ouvrir à certains joueurs les portes de la première équipe. Phénomène qui est en train de se passer. On a énormément rajeuni l'équipe. D'accord, phénomène qui est en train de se passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes fort en 3e ligue et qu'il y aurait potentiellement une montée en 2e? On va dire qu'on a bien rajeuni l'équipe. Ce sont principalement que des jeunes formés au club qui sont revenus ou qui ont poursuivi leur chemin. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, avec le bassin de juniors que l'on a, le nombre que l'on est au club, avec la qualité qu'on peut aujourd'hui avoir au niveau de la technique du football, je pense qu'une place en 2e ligue ne serait pas usurpée.
Ouais, ça ferait beaucoup de derby du coup, hein, parce qu'il y a Gland, il y a Genolier-Beugnin qui évolue en 2e ligue. Ça ferait que le FC BRP aurait aussi sa place à prendre là-dedans. On retrouverait un peu les derbys d'antan, j'ai envie de dire. Quand Bursin ou Reul étaient en 2e ligue, elles s'affrontaient même des fois. Reul et Bursin, c'était des beaux derbys. Donc oui, pourquoi pas. Ouais. Bon, eh bien, Giorgio Michello, on va suivre tout ça avec vous, nouveau président donc du FC BRP. Mais alors, avant de vous laisser, je suis obligé de vous poser la question. Et la politique, alors, c'est fini ? Fini, oui et non. J'ai toujours un regard assez affûté sur ce qui se passe, mais je dirais comme un citoyen averti, sans plus. Comme un citoyen averti. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Giorgio Michello, de votre venue sur ce plateau. Je vous souhaite une agréable journée. Et on reste en sport. On va parler très rapidement, en bref, d'un week-end sportif placé sous le signe du basket à Nyon. Samedi, le Nyon Basket féminin affrontait Fribourg pour la finale de Super Cup chez leur rival de toujours. Les joueuses se sont malheureusement inclinées 89 à 63. Et puis les garçons, eux, au BBC Nyon, eh bien, ils ont remporté leur premier match de la saison à domicile, 78-74 face à Neuchâtel. Voilà pour le sport. Et puis alors que Giorgio Michello va se diriger justement dans les coulisses, je vais accueillir pour la culture Patrick Books. Venez, rejoignez-moi. Voilà, Patrick, vous venez nous présenter votre nouveau thriller de science-fiction, un bouquin nommé Signe Noir, avec une plume sanglante et visionnaire, m'a dit Andrea. Voilà. Et donc, merci. Ça pose le décor. Voilà, ça pose le décor, effectivement, donc, de ce bouquin que vous vernirez le 18 octobre à l'espace chez Théophile. Exactement. Voilà. Donc on a visité récemment aussi, on va reparler de ça, mais déjà ce bouquin, alors vous présentez ce livre, voilà, Signe Noir, avec une phrase de Churchill. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Phrase philosophique, mais alors qui veut dire peut-être beaucoup de ce livre et peut-être de vous, Patrick Books. Oui, alors c'est plus une phrase pour moi, ça. Effectivement, on ne va pas la retrouver dans le livre. Il y a d'autres phrases un peu philosophiques dans le livre. Ça, c'était pour l'invitation, puisque oui, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est la fin d'une ancienne. Et je trouvais que cette phrase de Churchill qui se passe à la fin de la bataille d'Angleterre, où tous les Anglais sont hyper contents d'avoir réussi à empêcher les Allemands de les envahir et tout, et que Churchill a cette phrase magnifique en disant « c'est pas la fin, c'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement ». Donc, si on lit entre les lignes, ça veut dire que vous êtes un battant, que vous vous êtes battu pour accoucher de ce livre, Signe Noir, un accouchement difficile, hein, vous nous avez dit en présentant ce livre. Pourquoi ? Oui, c'est difficile. Quel que soit l'art, quand vous présentez quelque chose, vous mettez forcément beaucoup de vous dans ce que vous faites, hein, que ce soit de la musique, que ce soit du dessin, que ce soit de l'écriture. Enfin voilà, vous mettez une part de vous et puis, excusez-moi l'expression, mais vous vous retrouvez à nu. Dès le moment où vous le présentez, c'est voilà, j'ai fait ça, j'ai mis tout mon cœur là-dedans et vous mettez, voilà. Et vous vous exposez au regard critique aussi des gens et autres. Alors, ce livre, on va quand même le dire, il y parle donc d'un hacker qui est chargé par une organisation mystérieuse nommée Signe Noir, c'est donc le titre du livre, de pénétrer le système informatique d'une entreprise spécialisée en électronique. Donc on est dans un thriller noir, visiblement, qui touche à la science-fiction. C'était quoi vos inspirations finalement pour écrire ce bouquin ? Pourquoi cette histoire ? Alors, l'inspiration, elle est assez marrante parce que elle part de chaque fin d'année, je vais à Charmey, au bain de Gruyère, etc. Et en 2020, en fait, j'étais tout seul dans les bains, Covid, etc. Et j'ai écouté ce jour-là une conférence de Luc Ferry sur un certain nombre de thèmes, dont le transhumanisme et dont l'intelligence artificielle. Et c'est de là qu'est parti... Qui est on ne peut plus actuel, hein, d'ailleurs. Qui est on ne peut plus actuel. J'étais assez content de voir ChatGPT arriver au moment où j'avais fini de la première écriture, j'étais en train de commencer la correction, et j'étais content de voir ChatGPT arriver quelque part. Mais ça a nourri, je dis pas, attention, que vous vous êtes servi de ChatGPT pour écrire ce livre, comprenez-moi bien, mais est-ce que ça a nourri finalement toutes ces avancées technologiques de ces derniers mois, j'ai envie de dire, parce que c'est très très actuel, est-ce que ça a nourri votre écriture ? Pas pour celui-ci, non, parce qu'il était déjà écrit, le premier jet avait déjà été écrit quand ChatGPT arrive. Ça m'a fait doucement sourire, je
me suis dit, mince, j'aurais dû écrire plus vite, j'aurais sorti juste avant. Mais en dehors de ça, ça l'a pas nourri. J'ai pas fait de changement drastique par rapport à ChatGPT. Bon, et alors, l'intelligence artificielle, bah voilà, effectivement, est un univers. Alors, on va voir quelques images, justement, des dessins qu'on va commenter ensemble. Patrick Books, voilà, ces dessins-là, ah bah voilà, que vous voyez juste là-bas. Alors, dites-nous ce dessin, pourquoi qui l'a fait déjà et pourquoi? C'est un artiste talentueux que je remercie, qui s'appelle Koen Wallen. Le nom va peut-être dire quelque chose à certains. Il est actuellement à Paris, mais c'est un enfant de la région. Et effectivement, j'ai commandé quelques dessins pour pouvoir voir l'univers une fois que je l'avais écrit, etc. Et là, c'est l'autre partie du livre qui se passe sur Deep Island et qui est un collège de surdoués et qui s'appelle le collège maïotique, en référence à Socrate. Ça a l'air effectivement assez sombre. Et puis, paraît-il, alors ça, c'est Andrea qui me l'a dit aussi, qui paraît que ce serait assez gore. Oui, et je remercie Andrea d'avoir eu la gentillesse de le relire et de me faire des commentaires dessus. Oui, il y a du sexe, il y a du gore, enfin voilà. Oui. Vous y allez, quoi. Bah oui, bah oui, quand vous avez quelqu'un qui tire sur une autre personne, en général, ça salit un peu, quoi. Ouais, donc un pari osé. Alors, si on veut aller au vernissage, c'est donc le 18 octobre, je le rappelle, chez Théophile, à l'espace Agnon. Et si on veut se procurer le bouquin et qu'on veut le lire, on fait comment? Alors, dans un premier temps, il sera sur Amazon, parce que j'ai décidé de le sortir avec j'aime bien faire mes erreurs moi-même, donc du coup, j'avais pas envie d'aller chercher un éditeur et tout, et de le faire moi-même, y compris la mise en page, y compris tout donc ça. De rester indépendant. De rester complètement indépendant, oui. Comme ça, je peux dire vraiment, c'est moi qui l'ai fait, aussi bien dans ses qualités que dans ses défauts, c'est moi. Et vous pouvez être libre à 100%. C'est ça, c'est ça. Donc, dans un premier temps, il sera à partir de la semaine prochaine sur Amazon. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, j'espère, dans toutes les bonnes librairies. Et ben voilà, Patrick Books. Alors, on ira se procurer donc ce livre, Signe Noir, que vous avez écrit. On l'a compris tout seul. Voilà. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour présenter ce livre. Et puis, merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.